S'étonner qu'un Vincent apparaisse si tard est mal connaître ce qui régit les expertises. Il suffit parfois qu'un expert en vue ait un jour dit non pour qu'un tableau cesse d'être candidat à l'attribution. Premier à cataloguer l'œuvre, Jacob Barthes de la Faille s'était manifestement amusé en baptisant cette toile bandit calabrais. La rudesse, le côté peuple, avaient dû rebuter le distingué docteur. La tête de cet homme-là ne lui revenait pas. Moins infatués, ses prédécesseurs, qui avaient dû lire que Vincent cherchait pour modèle des visages rudes, front bas, lèvres épaisses, pas de traits anguleux mais pleins, genre Millet, le critique Jan Egelmann, le professeur Jan Wichers, par ailleurs sculpteur et peintre, ou encore le très respecté professeur Willem Vogelsang, avaient pourtant reconnu la main de Vincent. Le présomptueux compilateur du catalogue, Van Gogh, homme de toutes les erreurs, pensait cependant savoir mieux. Ses successeurs raffinés avaient repris sa conclusion sur le clochard, ou le tzigane, lorsque, par 2 fois, au milieu des années 50, le portrait d'homme avait de nouveau été soumis à la sagacité des experts. L'un d'eux, Hans Jaffe, avait vu une tête de caractère. Les autres, Marquet d'Autralbaut ou Bram Amacher, avaient plusieurs fois croisé les traces de Vincent dans la toile, mais cela n'avait pas suffi à remettre en cause le bannissement. Le début de l'historique n'était pas connu, cette infirmité est rédhibitoire. Le discours n'est souvent qu'un habillage. Pour un expert, rejeter une œuvre est la solution de facilité sans conséquence. Attribuer suppose d'autres compétences. Il faut se dégager de la posture, faire preuve d'humilité. Pour être en mesure de prouver, il faut connaître, s'attacher à comprendre, rechercher ce qui lie à l'œuvre, travailler, aller par exemple voir si la correspondance évoque l'œuvre. La survie même de ce Vincent était menacée par l'incompétence des experts. Ayant cessé de croire à l'authenticité de son tableau, le propriétaire finit par s'en débarrasser. Le portrait de l'inconnu partit en vente publique pour une somme dérisoire, comme les innombrables tableaux sans nom. Un amateur éclairé, qui avait remarqué une force singulière, l'emportait pour quelques milliers de florins. En fait de bandit, l'homme au chapeau était probablement bien inoffensif. Son visage hâlé nous dit qu'il s'agissait d'un travailleur de la campagne, mais ses cheveux longs retiennent de penser directement à un paysan. Le menton ras empêche de penser à un vagabond, et la veste à boutons dorés reflète un vague statut officiel. Dès qu'il apparut que le chapeau-cloche était celui des bergers, et que la veste ressemblait à celle que portaient parfois ces vagabonds d'un genre particulier, épris de liberté, l'évidence s'imposait. Plusieurs fois Vincent évoque les bergers, se figurant, en bon disciple de Millet et d'Anton Mauve, que ce serait un bon sujet pour lui. Il s'y était essayé en 1881 avec le dessin d'un berger s'appuyant sur son bâton, ou encore, à l'été 1884, en peignant un berger et son troupeau pour un élève. Un jour d'octobre 84, à Nuenen, suivant l'exemple de Van Rappard venu lui rendre visite, qui vient de peindre devant lui une dizaine d'études de tête, il peint ce qu'il appelle un grand buste de berger, premier essai de ses propres études de tête qui allaient conduire au mangeur de pommes de terre. Vincent dit n'avoir alors aucune peine à peindre en une matinée une tête d'après-modèle et pense se consacrer exclusivement à la figure. Il est manifestement satisfait de ses portraits. De plus, il me semble qu'il y a plus de caractère dans ces têtes et dans quelques autres figures que dans tout ce que j'ai déjà à mon actif. Voilà la tête que Jaffe cherchait. Il n'est plus très surprenant qu'Amacher ait reconnu les boutons de Vincent, ni que le père Laurent Tralbaut ait conclu, en dépit de son préjugé qui transformait ce qu'il voyait en son contraire, il est sûr que son auteur a vu l'œuvre de Vincent, et pour cause. Officiellement, le grand buste de berger, que Vincent revendique, est réputé inconnu. Faute d'avoir été averti de son existence, et par mégarde, les commentateurs de la correspondance ont supposé que Vincent faisait allusion à un précédent berger, une figure de berger drapée dans un grand manteau. C'est absurde. Ce berger-là, résumé de l'ancien Brabant, entrepris une dizaine de jours plus tôt sur une plus grande toile, était vu en pied. Inachevé et malvenu, il a été recouvert. Une radiographie l'a fait réapparaître sous le chaudron. Un buste étant un buste, il s'agissait de 2 toiles différentes. Comment ignorer que Vincent signale lorsque ces bustes ne s'achèvent pas à mi-corps? Des bustes, ou plutôt des portraits jusqu'aux genoux.
Il présente son buste comme une nouvelle peinture, première pièce de son tout nouveau projet, peindre la figure. Si nous ignorons les noms des premiers propriétaires, l'ancienneté de la toile ne fait pas de doute. Les entrelacs au dos témoignent, les régularités des fils aussi. À l'issue d'un examen du tableau confié à l'Institut d'expertise en 1955, le propriétaire recevait déjà « La toile est si fragile que je dois vous conseiller de la transporter personnellement et de ne pas la confier à quelqu'un d'autre. » Le docteur Jägers, qui a récemment analysé les pigments et vérifié toutes les questions techniques, conclut que rien ne s'oppose à l'attribution à Vincent entre 1881 et 1885. D'autres chemins mènent encore à Vincent. La signature est celui qui se présente le plus spontanément. Les nombreuses histoires de Fou Van Gogh ont conduit les experts échaudés par leur méprise à cesser de regarder la signature comme la revendication de l'œuvre par l'artiste, au point d'y voir un élément douteux dont il ne serait pas dupe. Tralbaud la trouvait pour sa part trop belle pour être vraie. Dans le cas présent, cela n'a aucun sens. Lettre à lettre, elle est très semblable à ce que l'on est en droit d'attendre, très voulue et nettement tracée. Elle présente la particularité d'être enthousiaste. S'agissant du buste de Berger, il ne pouvait en être autrement. C'est pour Vincent, qui placera le portrait au sommet de son art, le premier de la série des portraits de Nuenen. Ce portrait particulièrement puissant, le regard suffit à empêcher qu'on ne l'oublie jamais, est une réussite. Il en préfigure tant d'autres. Ceci explique cela. La présence de la couleur exacte de la signature, ailleurs dans la peinture, ne laissait comme alternative que celle d'un faux voulu, comme l'avait vaguement insinué Tralbaut, ou bien d'une toile authentique, écartant l'éventualité d'une signature ajoutée sur l'œuvre d'un autre peintre. La crainte du faux s'évacue ainsi simplement. Il n'y a pas de faux sans source d'inspiration directe, et il n'existe aucun portrait duquel le Berger pourrait dériver. C'est par ailleurs le seul grand buste revendiqué de la période hollandaise. Comme il se doit, sur un fond neutre, le portrait est sain, peint d'un jet, sur nature, comme le respect de l'échelle de gris le garantit. Sa source d'inspiration est, selon toute probabilité, l'un des personnages de la gravure d'après le tableau de Léon l'Ermite, au cabaret, que Vincent évoque dans le même courrier. Un autre chemin indépendant conduit à Vincent. À l'été 1884, il va lire chez Charles Blanc les principes de la loi du contraste simultané de la couleur et s'efforcer d'appliquer la théorie sans pour autant renoncer au sombre. Pour le dire rapidement, à côté des franches oppositions de complémentaires, il va fabriquer ses gris en les mélangeant. Ne disposant pas d'outils lui permettant de réaliser des mélanges parfaits, les siens ne seront jamais véritablement gris, simplement des tons rompus, atténuant les couleurs vives, tirant tantôt sur le vert, tantôt sur le rouge, quand cette paire-là est choisie. La mise en évidence de cette approche se fait en sélectionnant dans la toile deux couleurs approximativement complémentaires, aussi pures que possible, en traçant un dégradé d'une couleur à l'autre et en recherchant si les diverses nuances de ce mélange se retrouvent. Positive, la réponse fournit, ici comme ailleurs, un critère d'attribution des plus contraignants. Aucun autre peintre de sa sphère ne procède de la sorte. Combiné aux précédents éléments, un dernier critère vient confirmer l'attribution, le traitement très singulier du visage. Pour le mettre en évidence, il suffit de superposer divers portraits de Vincent, basculés en noir et blanc, et de voir si, en gommant le Berger, on voit apparaître la même approche. Orbite creusée, touche rude, angle de vue du visage, mise en place, etc. Divers autres éléments décisifs et précis conduisent à l'attribution certaine à Vincent, mais ceux-ci, immédiats, compréhensibles par tous, suffiront à éviter toute dispute.